qui sert l'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici les titres. Les habitants de la commune Nyanzalake en province de Makamba s'insurgent contre le comportement des autorités de cette province, un comportement qui consiste à obliger les habitants de contribuer pour l'achat des cadeaux à offrir aux candidats du parti CNDD-FDD aux prochaines présidentielles. Les établissements en régime d'internat en province de Gitega font face à un manque criant de vivres pour nourrir les élèves. À la deuxième partie de ce magazine est consacrée tous les samedis à l'émission Au cœur de la société. Aujourd'hui, nous vous parlons de la façon dont la Cour pénale internationale CPI aperçoit la situation actuelle du Burundi. Voilà pour le sommaire. On a une présentation. Ingénieur J.D. Memero avec Rissi Kabela assure la mise en onde. Encore une fois, bonjour, le diocèse de Bururi vient d'avoir un nouveau évêque, le père Salvatore Nijiteretse, dit clergé de Bururi, jusqu'alors secrétaire de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs. Il succède à Monseigneur Venant Bacinoni qui vient de présenter sa démission au Saint-Père François. Le pape François a accepté la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Bururi, présenté par l'évêque Venant Bacinoni qui commence sa retraite. Le père Salvatore Nijiteretse est né le 2 août à Rutwenzi et il a été ordonné prêtre le 89. Il a obtenu une licence en théologie pastorale et un doctorat en doctrine sociale de l'Église. En plus de cette fonction de secrétaire pour l'apostolat des laïcs, Père Salvatore Nijiteretse est également professeur au grand séminaire de Gitega et de Kigama. Le nom du candidat du parti CNL devrait être connu à partir de ce dimanche. Si rien ne change, devrait être Agathon Rwasa, son président, actuellement premier vice-président de la. Le congrès qui devrait désigner ce candidat est prévu pour ce dimanche. Le point avec Walter Kwizera. Les membres du parti CNL en provenance des différents coins les plus éloignés de Bujumbura, du moins ceux invités dans le congrès du parti CNL, dans lequel on doit élire le candidat de ce parti aux prochaines présidentielles, ont pour la plupart commencé à quitter leur commune vers Bujumbura. Selon des informations en provenance des membres de ce parti, il y aura le parti CNL. Cependant, tout converge à dire que c'est Agathon Rwasa qui devrait être élu pour représenter le CNL. Selon les membres du parti CNL, plus de 10 personnes seraient prêtes à se présenter dans la conquête du fauteuil présidentiel. Pour les présidentielles de 2020, le calendrier électoral indique que le dépôt et la vérification des dossiers de candidature est prévu du 25 février au 5 mars 2020. La validation et le rejet des dossiers des candidats seront annoncés 5 jours après. Une période de 10 jours sera accordée aux candidats qui préfèrent faire des recours. Ainsi donc, la liste définitive des candidats sera faite le 21 mars 2020. Eh bien, merci Walter Kwizera. La page gouvernance et les habitants de la commune Nyanzalake en province de Makamba s'insurgent contre le comportement de leurs autorités, un comportement qui consiste à obliger ses habitants de contribuer pour l'achat des cadeaux à offrir aux candidats du parti CNDD-FDD aux prochaines présidentielles, qui a effectué une visite en commune Nyanzalake ce samedi. Également pour cette descente du candidat du CNDD-FDD, la population a été sommée de rompre les activités pour aller l'accueillir. Eloge Divalemèche.
Les habitants de la commune Nyanzalake font savoir qu'il s'est tenu une réunion des responsables du CNDD-FDD dans la commune Nyanzalake. Ces derniers ont déclaré au cours de cette réunion que tous les chefs collinaires ainsi que les chefs de zone doivent exiger des contributions à chaque ménage afin d'acheter des présents à offrir à Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD dans les présidentielles de 2020. Cet habitant de la commune Nyanzalake témoigne. Les responsables du parti CNDD-FDD sur toutes les collines et zones se sont réunis dans une réunion avec l'objectif de préparer la descente sur terrain d'Évariste Ndayishimiye. Ils se sont convenus que la commune Nyanzalake doit offrir au moins 10 vaches aux candidats de leur parti le jour de la descente. Ils ont par la suite décidé d'ordonner à tous les chefs collinaires et les chefs de zone de demander par force une contribution de 10 000 francs burundais ou 5 000 francs burundais à chaque ménage, suivant le niveau de revenus de chaque ménage. Ce samedi, jour J de la descente d'Évariste Ndayishimiye à Nyanzalake, la source de la RPA révèle que les autorités ont exigé par force à la population de se rendre massivement au lieu d'accueil. Même les élèves qui étaient censés étudier aujourd'hui ont été obligés d'aller accueillir ce candidat du parti CNDD-FDD. Les autorités ont ordonné à tous les habitants d'être présents au moment de la descente d'Évariste Ndayishimiye. Les autorités ont fait sortir les élèves et écoliers de leurs classes respectives. Certains élèves ont pu s'échapper et rentrer chez eux, tandis que d'autres étaient acheminés par force au lieu prévu pour l'accueil. La population de Nyanzalake demande aux autorités et membres du parti CNDD-FDD que ce comportement de leur exiger des contributions forcées cesse. Elle demande également qu'on les laisse tranquilles car chacun a le droit de choisir le parti auquel il adhère ainsi que le droit de se rendre où il veut sans qu'il y ait usage de la force. Vous saurez que les informations parvenues à la RPA indiquent que cette descente dans la commune Nyanzalake constituée par 16 vaches, des poules, des bidons d'huile ainsi que des paniers aux candidats du parti CNDD-FDD. Le comportement du parti CNDD-FDD est regrettable et montre que ce même parti ne comprenne pas la notion de la démocratie. Propos de Jérémy Minani, porte-parole de la coalition CEFOR Arusha. Pour Jérémy Minani, cela montre le mépris et l'injustice du candidat du CNDD-FDD envers les candidats des autres partis avec qui il est en compétition dans les présidentielles de mai prochain. Jérémy Minani. Aller à l'intérieur du pays, raqueter la population, obliger la population, les fonctionnaires de l'État, les citoyens ordinaires, à arrêter leurs activités pour aller participer de force dans les activités d'un parti politique. Cela n'est prévu par aucune loi dans notre pays. C'est dans la tête de ces gens et c'est leur volonté personnelle qui, au final, prime sur les lois que nous avons actuellement dans le pays. Et cela d'ailleurs extériorise le fait qu'il n'y a pas d'élection en cours de préparation, il y a un simulacre d'élection. Déjà, l'un des candidats à ces élections se comporte comme le chef de l'État. Ils sont déjà en campagne électorale. Monsieur Évariste a le droit d'aller faire campagne à l'intérieur du pays, forcer la population à participer dans ces meetings. Alors que les autres candidats n'ont même pas, certains d'entre eux n'ont même pas le pouvoir de quitter Bujumbura pour aller rencontrer la population. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de processus électoral en cours. Nous avons une tyrannie qui va s'imposer par la force en faisant comprendre à la communauté nationale et internationale qu'elle a organisé des élections alors que rien de cela n'a eu lieu. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons justice à présent, il devrait y avoir de nouvelles lois pour protéger les femmes qui sont emprisonnées étant enceintes ou alors les femmes qui entrent en prison ayant des nourrissons. Propos de David Ninganza et des défenseurs des droits des enfants. Il invite les associations de défense des droits des enfants à plaider pour que ces derniers ne soient pas victimes de l'emprisonnement de leur mère. Suivez.
C'est pas l'enfant qui est emprisonné, c'est plutôt sa maman. C'est sa maman qui est poursuivie par les juridictions. Je pense que l'enfant alors est victime de l'arrestation de sa maman. C'est la raison pour laquelle, comme le Burundi est avancé dans le sens de traiter les dossiers des enfants en conflit avec la loi, le juge doit y réserver de l'urgence. Même les avocats conseillent, la première chose à évoquer, c'est ça. Mais pour le cas des nourrissons, c'est peut-être qui doivent tirer attention de toute personne impliquée dans la recherche de solutions aux détenus. Ici, je vais parler au ministère de la Justice, les organisations impliquées dans l'enfance et aussi d'autres partenaires qui cherchent le bien-être de la personne humaine. Les nourrissons peuvent vivre en prison. Il y a trois catégories de nourrissons. Il y a des nourrissons qui sont en prison parce que le jour de l'arrestation de sa maman, il accompagnait sa maman. Il y a d'autres qui sont nés en prison parce que la maman a été arrêtée étant enceinte. Il y a d'autres aussi qui peuvent naître en prison pour des raisons multiples. L'enfant alors dont vous parlez ici, je pense qu'il fait partie de cette catégorie des enfants qui accompagnent leur maman parce que la maman a été arrêtée quand l'enfant était encore gosse. Ici, j'en profite pour demander à mes collègues, aux organisations de la société civile de plaider auprès des nourrissons pour qu'il y ait des traitements, pour qu'il y ait avancé un peu, de montrer comment le traitement de ces enfants pendant l'arrestation, pendant l'emprisonnement. David Ninganza réagit suite à l'emprisonnement de Junior Nganji Imana, un enfant de 2 ans qui est emprisonné avec sa mère dans la prison centrale de Mimba. Par la société, à présent, les établissements à régime d'internat en province Gitega font face à un manque criant de vivres. Pour cause, les prix de denrées alimentaires ont grimpé ces derniers jours dans cette province, ce qui fait que la plupart de ces établissements contractent encore une fois de lourds crédits pour faire vivre leurs élèves. Le point avec Hervé Newhill. Au cours de ces 3 dernières semaines, les prix des denrées alimentaires ont sensiblement grimpé en province Gitega. 1 kg d'haricots simples qui coûtait 1000 francs s'achète aujourd'hui à 1200 francs. Quant au haricot communément appelé jaune, il est passé de 1200 francs le kilo à 1500 et plus. La farine de manioc qu'on appelle oudoudou s'achète à 650 francs le kilogramme alors qu'il coûtait auparavant 400 francs. Celle de meilleure qualité est passée de 550 francs à 700 francs le kilogramme. Le riz de simple qualité s'achète aujourd'hui entre 1800 et 1850 francs le kilogramme alors qu'il était à 1600 francs. Le riz communément appelé au Tanzania s'achète entre 2500 et 2800 francs le kilogramme. Le prix des choux a doublé. Le prix de la farine de maïs a diminué. 1 kg qui coûtait entre 1000 francs et 1100 francs s'achète aujourd'hui entre 850 et 900 francs. Les raisons de cette baisse du prix de la farine de maïs avancée par les commerçants, c'est la bonne récolte du maïs pour la saison culturelle A. Cette flambée des prix des denrées alimentaires en province Gitega a occasionné des difficultés en rapport avec la restauration des élèves dans les établissements à régime d'internat car le budget alloué à la restauration de ces élèves ne peut pas suffire. Pour faire vivre leurs élèves, ces établissements sont obligés de contracter des crédits. Cette hausse des prix des produits de première nécessité touche également les familles de cette province car ils sont rencontrés dans le même marché avec ces établissements. Ces derniers demandent au gouvernement de stabiliser les prix de ces produits avant qu'il ne soit trop tard. Comme d'habitude, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à l'émission Au cœur de la société. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la façon dont la Cour pénale internationale CPI aperçoit la situation actuelle du Burundi. Au cœur de la société de ce samedi 15 février, c'est avec Bertrand Ngendakouri. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plus de 2 ans, la Cour pénale internationale enquête officiellement sur les crimes commis au Burundi à partir du 26 avril 2015. Ces enquêtes couvrent la période qui va jusqu'au 26 octobre 2017, date qui coïncide avec la veille du retrait effectif du Burundi du statut de Rome.
Où en est la procédure? Qu'en pensent les organisations qui se chargent de la transmission des dossiers à charge? Voilà certaines des questions auxquelles va répondre le mini-magazine Au cœur de la société de ce 15 février 2020. À la présentation, Bertrand Gendakulio. Bienvenue. En ouvrant les enquêtes en octobre 2017, la Cour pénale internationale estimait que des crimes graves et même imprescriptibles auraient été commis au Burundi après la candidature de Pierre Nkurunziza au présidentiel de 2015. Lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2020, le président de la CPI a laissé entendre que cette procédure judiciaire internationale est plus que nécessaire pour les pays dont les organes judiciaires ne fonctionnent pas convenablement. Explication d'Émile Nibasumba de la radio publique africaine. L'année judiciaire 2020 a été lancée par la Cour pénale internationale le 23 janvier dernier. Ce jour-là, le président de la Cour, Eboe Osuji, a dit There is much reason for positivity in spite of the imperfections. Qu'il y avait plusieurs raisons d'être positif malgré les imperfections dans la nature du projet. Selon lui, avec 123 États membres des 4 coins du globe, la CPI édifie la position du monde organisé contre l'impunité pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et l'agression. Lorsqu'elle a débuté les enquêtes, la CPI a indiqué qu'elle avait des raisons de croire que depuis 2015, le meurtre et la tentative de meurtre, l'emprisonnement ou la privation grave de liberté, la torture, le viol, la disparition forcée et la persécution ont été commis au Burundi. Les agents de l'État et d'autres groupes mettant en œuvre les politiques de l'État et conjointement avec les Imbonerakure sont pointés du doigt. En juin dernier, le porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah, a précisé que les enquêtes se poursuivaient, mais que c'était confidentiel. Il a toutefois signalé qu'il y avait plusieurs méthodes pour arrêter les présumés auteurs des crimes. Il y a des personnes qui se sont remises elles-mêmes à la cour. Il y a eu des personnes également par le passé qui ont été arrêtées alors qu'ils étaient en voyage. Il y a parfois eu des mandats d'arrêt qui étaient sous-scellés ou confidentiels et qui n'ont été révélés qu'une fois que cette personne était dans un territoire sous l'autorité d'un État qui acceptait de coopérer avec la cour et donc était arrêtée en dehors et sans qu'elle ne soit informée auparavant de l'existence d'un mandat d'arrêt. Fadi El Abdallah a également rappelé que les crimes traités par la Cour pénale internationale sont imprescriptibles. Certaines victimes qui ont été torturées par le service des renseignements burundais sont parvenues à fuir le Burundi. L'une des victimes s'exprime. Elle emporte encore des séquelles. Son dossier est déjà transmis à la Cour pénale internationale. Gardez l'espoir qu'un jour la justice impartiale aura lieu au Burundi. C'est vrai, la vie ne nous est pas aussi facile. Ceci parce que parmi les victimes, il y a ceux qui ont perdu les responsables de famille, d'autres ont des traumatismes liés à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils ont appris. D'autres se font toujours soigner à cause des traitements inhumains et des dégradés qu'ils ont subis. Mais dans ces dures conditions que nous traversons, nous espérons que les criminels n'auront pas le dernier mot au Burundi. Nous attendons que le procureur de la Cour pénale internationale lance des mandats d'arrêt aux responsables des crimes contre l'humanité et après, nous attendons à une protection des victimes. Au total, plus de 2000 dossiers de victimes ont déjà été transmis à la Cour pénale internationale, conjointement par la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CBCPI et le collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, Kavib. Le chargé de la communication à la CBCPI, Maître Jean-Marie Vianney Naragouma, explique qu'il y a d'autres organisations nationales qui permettent à la CPI de rester à jour. Au micro de Thierry Biguilindavi de la télévision Renaissance, Maître Jean-Marie Vianney Naragouma parle également des défis rencontrés. Depuis 2015, les organisations qui travaillent du côté des victimes ont été contraintes à s'exiler. Les radios ont été brûlées. Maintenant, il est difficile de collecter les informations fiables. Mais quand même, ce qui nous réjouissons, c'est que les victimes, nous avons eu des stratégies leur permettant de donner des informations sans qu'ils soient inquiétés. Mais
Il y a aussi des gens qui sont sous menace parce que l'État des dictateurs, ils craignent de donner des informations. Mais jusqu'à maintenant, nous saluons l'étape de la Cour pénale internationale. Nous attendons qu'un jour, la justice pourra être faite à l'encontre des auteurs de crimes horribles qui ont été commis. Justice, réveille-toi. Justice, réveille-toi. Après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du procureur, un mandat d'arrêt international contre une personne soupçonnée de ces crimes si les conditions prévues à l'article 58 du statut de Rome sont réunies. C'est entre autres la constatation que c'est le seul moyen de faire comparaître le concerné ou alors le moyen de l'empêcher de poursuivre ce crime ou un autre crime connexe relevant de la compétence de la CPI et se produisant dans les mêmes circonstances. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons le mini-magazine au cœur de la société qui était focalisé sur le travail de la Cour pénale internationale sur la crise burundaise. Vous étiez avec Bertrand Ngendakouli à la présentation. Je vous dis merci pour votre attention. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Eh bien, merci à Bertrand Ngendakouli pour cette émission au cœur de la société. Merci aussi, mesdames et messieurs, pour nous avoir prêté oreille attentive. C'est parti que prend fait ce magazine. Et merci aussi à l'équipe technique pour sa bonne collaboration. On est Zimé de chez Magazine, j'étais à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.